Après avoir étudié les conducteurs isolés, nous nous intéressons maintenant aux conducteurs qui s'influencent mutuellement. La conséquence de cette influence est l'augmentation de la capacité des conducteurs. Quand on étudie l'influence, on peut distinguer deux cas, l'influence partielle et l'influence totale. Commençons d'abord par l'influence partielle. Considérons d'abord un conducteur A qui est isolé et relié à un générateur. Comme d'habitude, une borne du générateur est reliée à la Terre et possède le potentiel nul. L'autre borne du générateur est au potentiel V0. Ce potentiel est le même que celui du conducteur parce qu'ils constituent tous les deux un seul conducteur à l'équilibre. Le champ à l'intérieur du conducteur A est nul. La charge QA se répartit sur la surface du conducteur. Elle est négative parce que le conducteur est relié à la borne négative du générateur. Maintenant, approchons un autre conducteur B de A. Le conducteur B est isolé, il ne peut pas recevoir de la charge et il ne peut pas perdre de la charge. Sa charge initiale est QB0. Ce qui se passe, c'est que le conducteur A, les charges négatives du conducteur A vont attirer les charges positives du conducteur B et repousser les charges négatives de ce conducteur. Les charges qui sont près du conducteur A, on les appelle QBI, I pour interne, on verra tout à l'heure pourquoi. Et les charges qui s'éloignent, on les appelle QBE. Les charges positives de B vont à leur tour attirer plus de charges négatives du conducteur A. Ces dernières sont fournies par le générateur. Donc, la charge du conducteur A devient Q'A et sera plus grande que QA. Comme elles sont négatives, on dira que Q'A est supérieur à QA en valeur absolue. Remarquons que tout ceci se passe à un potentiel constant de VA. C'est toujours V0 parce qu'il est relié au générateur. Donc pour le même potentiel, la charge de QA a augmenté. Ce phénomène, c'est un phénomène qui dure un petit peu dans le temps. C'est très court, mais ça prend une phase transitoire dans laquelle A influence B et B influence A. Le phénomène s'arrête quand les deux conducteurs atteignent leur état d'équilibre. Dans ce cas, le champ total dans chaque conducteur est égal à 0. Le champ total dans le conducteur A est le champ créé par les charges de A dans A, plus le champ créé par les charges de B dans A. De même, le champ dans B, c'est le champ créé par les charges de A et celui créé par les charges de B. Quand les deux champs sont nuls, dans A et dans B, l'équilibre est atteint. Maintenant, le conducteur B, comme il est isolé, sa charge ne change pas, elle est conservée. Donc on a QB0 qui est égal à QBI plus QBE. Si on s'intéresse aux lignes de champ, nous avons des lignes de champ qui partent des charges positives vers les charges négatives de A. De l'autre côté, les lignes de champ arrivent en A sur les charges négatives et du côté de B aussi, là où il y a des charges négatives, les lignes de champ sont entrantes. Si on relie le conducteur B à la Terre, la charge QBE
passe dans la Terre parce qu'il constitue un seul conducteur. Les charges positives, elles restent toujours attirées par le conducteur A. L'absence des charges négatives de B entraîne une augmentation des charges négatives de A. Pourquoi? Parce que quand elles étaient dans B, elles repoussaient quelques charges négatives qui étaient là. Maintenant qu'elles ne sont plus dans B, elles sont dans la Terre, d'autres charges négatives peuvent venir en A à travers le générateur. Donc la charge de A devient Q seconde de A et sera plus grande que Q'A. En d'autres termes, en reliant B à la Terre, l'influence augmente ainsi que la charge de A. La capacité a augmenté davantage. Après cette étude qualitative, on peut passer à une étude un peu plus quantitative en considérant l'influence totale. Commençons d'abord par sa définition. L'influence est dite totale lorsque un conducteur entoure complètement l'autre. Dans notre cas, nous avons le conducteur A qui est par exemple sphérique. Il est plein. Donc toute la région qui est à l'intérieur de la sphère constitue le conducteur. Le conducteur B entoure complètement le conducteur A. Il est aussi sphérique, mais il possède un creux où on peut mettre le conducteur A. Ce creux, il est vide. Donc, nous avons une surface interne du conducteur B qui est en regard avec le conducteur A. Et nous avons une surface externe du conducteur B qui est éloignée du conducteur A. Entre les deux surfaces, bien sûr, se trouve le conducteur. En reprenant le même raisonnement que dans le cas de l'influence partielle, donc nous avons des charges positives qui s'accumulent sur la surface du conducteur A parce qu'il est relié à la borne positive d'un générateur. À l'équilibre, le champ à l'intérieur de A il est égal à 0. Le potentiel VA est celui du générateur parce que le générateur maintient ce potentiel. Dans le conducteur B, nous avons aussi le champ qui est nul parce que le conducteur B est égal à 0, parce que le conducteur B est en équilibre. Son potentiel VB est inconnu, il faudra qu'on le calcule si on veut le connaître. Les charges négatives de B, sont attirées par le conducteur A et les charges positives sont repoussées vers la surface extérieure. Nous voulons déterminer la charge QBI, qu'on appelle donc interne, parce qu'elle est sur la surface interne, et la charge QBE, c'est-à-dire la charge de B externe, parce qu'elle est sur la surface externe. Pour cela, commençons d'abord par QBI en appliquant le théorème de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une surface de Gauss à l'intérieur du conducteur B. Donc, on calcule le flux, ou bien on applique le théorème de Gauss qui dit que le flux, phi SG, qui est par définition l'intégrale de E scalaire ds sur SG, est égal à la charge Qnt qui se trouve à l'intérieur de la surface SG divisé par epsilon 0. Or, à l'intérieur du conducteur B, qui est en équilibre
le champ est nul. Donc le flux est nul. Donc on a déterminé le membre gauche de l'égalité. Pour la charge Qint, il faudra regarder notre schéma. Voici SG. On voit que QBE est à l'extérieur de SG, donc on ne la compte pas. Par contre, QBI, elle est à l'intérieur et QA, elle est à l'intérieur de SG. Donc Qint égale QA plus QBI. On remplace, donc nous avons le flux phi qui est égal à 0 et Qint, c'est QA plus QBI et le tout doit être divisé par epsilon 0 selon le théorème de Gauss. Donc on voit bien que cette fois-ci, on a déterminé la relation entre QA et QBI. Nous avons QBI qui est égal à moins QA. Cette relation est tellement importante qu'on la considère comme une deuxième définition de l'influence totale. Donc on définit deux conducteurs en influence totale si les surfaces qui sont en regard possèdent des charges opposées. Des faces en regard signifie que l'une est en face de l'autre. Le calcul de la charge QBE est plus simple. Comme le conducteur B est isolé, sa charge se conserve. Par conséquent, nous avons QBI plus QBE qui est égal à QB0. Donc, QBI a été déterminé si on connaît QA, et si on connaît la charge initiale QB0, on peut déterminer QBE. Par exemple, si B était initialement neutre, alors QB0 égale 0. Dans ce cas, QBE est égal à moins QBI et elle est égale à QA. C'est un exemple qu'on verra souvent et qu'on utilisera aussi dans les exercices. On a terminé avec l'étude de l'influence et nous avons préparé le terrain pour l'étude des condensateurs. Ceci se fera à la prochaine séance.